Avec Benoît Galeret, maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi Jean-Luc Mélenchon a essayé d'ouvrir un contre-feu, comme le disent beaucoup d'observateurs, ou bien s'il s'agit bien d'une menace réelle. Après sa polémique, bien sûr, sur le complotisme, Jean-Luc Mélenchon et ses électeurs insoumis sont la cible d'un youtubeur qui appelle à s'armer contre les gauchistes. Émotion sur les réseaux, silence radio côté gouvernement. Benoît. Alors déjà, YouTube a enfin supprimé cette vidéo qui avait été postée ce week-end sur la chaîne d'un certain Papacito, un appel au meurtre qui a quand même eu le temps de faire 120 000 vues avant de disparaître, avec ce titre explicite: le gauchisme est-il par balle? Alors on y voit Papacito, qui se définit lui-même comme patriote et réac, mais qui est aussi sexiste, raciste et homophobe, y exécuter un mannequin censé représenter un gaucho, chevrotine, tête explosée. On compte 16 coups de machette. Puis Papacito incite ses spectateurs à se procurer eux-mêmes des armes et un permis de chasse pour, je cite, mieux se faire écouter. Il est avec un autre youtubeur très à droite, spécialiste des armes et du combat urbain, nous dit-on, qui donne lui-même des conseils pour trouver des munitions, tout en promettant, je vous rassure, que c'est de l'humour, ironie, ou il mélange les deux défenses, juste une démo, juste une expérience scientifique pour prouver que ces gens ne résisteraient pas physiquement à un attentat. Bon, cette version LOL n'a pas convaincu Jean-Luc Mélenchon, qui lance immédiatement une alerte à l'appel au meurtre. C'est une menace de mort claire et sans équivoque, confirme son responsable com, Antoine Léaumont. La menace d'extrême droite est meurtrière et s'assume comme tel, dit-il. Des réactions, le chef des Insoumis est-il soutenu? C'est compliqué pour lui en ce moment, vous l'avez dit, avec ses polémiques, mais beaucoup, comme Françoise, trouvent en effet cela à vomir. Je cite: on peut détester Mélenchon, mais a-t-on le droit de mettre en scène son assassinat ou celui de ses électeurs à coups de fusil? C'est pourtant ce que fait cette égérie de l'extrême droite et de la droite identitaire. Allô YouTube, la vidéo était encore en ligne. Le problème, c'est que Papacito, il est pas seul. Des gens comme lui, Valek, Bruno Le Salé, El Ryan, mais aussi Raptor Dissident, Lapin du Futur, nous dit Mediapart, tous ces youtubeurs mènent en ligne une bataille culturelle et distille un discours néofascisme qui a conquis un public large et jeune, moins de 35 ans, prévient Mediapart. Des agitateurs du net qui ont parfois été starisés aussi par des médias, eux, bien en place. Papacito, par exemple, il est invité sur Sud Radio, il est invité par Valeurs Actuelles, Boulevard Voltaire ou encore les Russes de Spoutnik, qui lui offrent non seulement l'occasion d'élargir son audience, mais aussi une certaine crédibilité. En ligne, il devient spécialiste. Un discours violent qui ne serait jamais passé il y a encore quelques années. Comment font-ils pour ne pas tomber sous le coup de la loi, d'ailleurs? Je vous l'ai dit, humour, ironie, laissez-nous plaisanter, voilà l'argument. Et en effet, l'algorithme de YouTube, on l'a vu avec cette vidéo, il a tendance à laisser aux créateurs le bénéfice du doute. Tant mieux, me direz-vous, mais il faut pas museler tout le monde, Puis ça fait aussi du chiffre, ça laisse tourner les compteurs. Pour YouTube, c'est intéressant. C'est pas juste de l'humour d'extrême droite, pourtant. Il s'agit bien de faire passer un message. David a retrouvé le passage d'une web TV où Papacito, d'ailleurs, l'explique très clairement. Il dit: l'humour, ça nous permet de contourner cette censure des plateformes et on amène des gens qui n'étaient pas du tout, on les dématrix dans le langage de ces youtubeurs-là, on amène des gens qui n'étaient pas dans notre public, à s'intéresser à nos théories, à nos idées criminelles. C'est un jeu, faut ruser, il faut nous lire entre les lignes et son public adore ça, ce parfum d'interdit, de tabou, essayer de trouver le message caché derrière la vidéo. Papacito, c'est quand même des tweets qui appellent clairement au meurtre. Je cite: purger tous les collabos, les journalistes notamment, à qui il promet de briser la nuque sur le trottoir à coups de talon comme à la Libération. Je cite un tweet très clair: si tuer 20 000 journalistes sauve 70 millions de Français, il faut pas hésiter. Alors je sais que les gens nous détestent, Bruce, mais assassiner tous les journalistes, pas sûr que ce soit les prémices d'une société apaisée. Toujours pas de réaction officielle, alors? Non. Officiellement, non. Il y a quand même Éric Zemmour qui adresse son soutien à celui qu'il appelle son ami sur Twitter. J'aime beaucoup Papacito. J'ai regardé cette vidéo, c'est de l'autodérision. Il y a aussi Elisabeth Lévy qui défend une vidéo évidemment parodique et d'un mauvais goût youtubiste assumé. Il y a des messages de politiques qui condamnent au contraire cette provoque, signé Éric Piolle, Philippe Poutou, Yannick Jadot, Olivier Besancenot, Boris Vallaud. J'ai vu aussi Sandrine Rousseau. Mais comme le remarque Clémentine Autain, silence place Beauvau. Monsieur Darmanin est plus prompt à réagir sur les menus végétariens que sur les appels au meurtre d'un youtubeur d'extrême droite, ahurissant, paf. Rien non plus du côté du ministre de la Justice. Alors d'aucuns avancent que c'est parce que les Insoumis, eux aussi, ils sont violents. Souvenez-vous, ils avaient dit que c'était de l'humour de se balader. C'est Alexandre Benalla, d'ailleurs, qui ressort cette archive. On l'avait oublié, celui-là. Eux aussi s'étaient baladés avec des têtes de Macron décapitées. Sauf que, rappelle-t-on à gauche, le racisme n'est pas une opinion, l'incitation au meurtre non plus. Triez-vous
vos poubelles. La haine d'extrême droite tue. Alexis rappelle Clément Méric, il n'y a pas si longtemps. Et d'ailleurs, la France Insoumise annonce mettre en ligne un formulaire sur son site pour déposer une plainte collective contre cette vidéo de Papacito. Merci beaucoup Benoît Galeret. On en parle ce matin avec vous, Amandine Atalaya, notre éditorialiste politique. Bonjour Amandine. Et avec Fabrice Epelboin, qui est enseignant et chercheur spécialiste des médias. Bonjour. Bonjour. Vous le connaissiez, vous, Papacito? Enfin, je veux dire, c'est quelqu'un qui est je connais populaire. Pas personnellement, mais vous connaissez de regarder ces vidéos, oui. Ouais. Et celle-là en particulier. Ouais. Alors, quel est son profil? Son profil, en tout cas, il se présente comme un royaliste catholique, clairement d'extrême droite, avec un humour un peu particulier. C'est un grand fan de Bachar el-Assad et de Saddam Hussein, qui prend pour des modèles de virilité auxquels il s'identifie. On est clairement dans le registre de l'humour, mais un humour qui évidemment fait pas rire tout le monde, et j'imagine sur ce plateau personne. Mais c'est du vrai ou du faux humour? C'est de l'humour déguisé, comme le suggérait Benoît. C'est de l'humour déguisé pour faire passer des idées beaucoup plus violentes. Mais l'humour pour faire passer des idées politiques, c'est aujourd'hui devenu la norme, hein. Quelles que soient les idées politiques. Vous en avez aussi bien utilisé à gauche, à droite qu'au centre. Beaucoup plus à l'extrême gauche et à l'extrême droite, c'est certain. Mais c'est devenu un mode de communication politique absolument banal, totalement banal, et qui d'ailleurs est assez courant sur la télévision. Vous pensez à qui? À quoi? Je pense à des émissions comme Quotidien, qui utilisent énormément l'humour, ou même des émissions beaucoup plus sérieuses. J'étais récemment chez nos amis d'Arte aux 28 minutes, ils ont une petite séquence humour. Oui. Et cette façon d'utiliser... Et dans un but politique? Bien sûr, absolument. Et cette façon d'utiliser l'humour pour faire passer un message politique, les deux dernières fois que j'ai rendu visite à Arte, c'était de l'humour au sujet de Nicolas Dupont-Aignan et de l'humour au sujet du nouveau patron de la CIA. Les deux fois, c'était très clairement un portrait au vitriol de quelqu'un qui ne correspondait pas aux opinions politiques défendues par ce journal. Vraiment, la façon de faire passer des opinions politiques, et Benoît est bien placé pour le savoir, moi-même également, l'utilisation de l'humour pour faire passer une idée politique, c'est beaucoup plus efficace. Bon, je ne suis pas là pour faire du corporatisme, mais j'imagine que les deux émissions que vous citez démentiraient vos propos. Ah non, pas du tout. Évidemment. Le portrait de 28 minutes de Nicolas Dupont-Aignan est très clairement sur le ton humoristique, sur le ton de... quelque chose qui n'est évidemment pas du tout positif pour Nicolas Dupont-Aignan, et c'est très clairement une petite séquence humour au sein d'une émission qui par ailleurs est très sérieuse. Bien, alors, pour ce qui concerne Papacito, est-ce que effectivement l'idée c'est de faire de l'humour pour contourner les règles des plateformes, et en particulier de YouTube? Moi, je m'étonne honnêtement que ce soit sur cette plateforme-là, qui est quand même très populaire, sur laquelle il y a plein de choses qui sont interdites, et là, on voit ça... Là, très honnêtement, c'est une fantastique campagne marketing. Ouais. Je pense qu'il jouait avec les limites dans l'espoir de franchir la ligne rouge, sans pour autant juridiquement faire quoi que ce soit. J'ai vu cette vidéo, elle est ponctuée de messages de précaution, de mise en abîme, qui feront que, d'un point de vue juridique, ça va être quand même très très compliqué de le condamner à quoi que ce soit. Mais là, il s'est offert un tremplin médiatique phénoménal. On va regarder ces nombres d'abonnés sur YouTube, ça va être absolument spectaculaire. Oui. Alors c'est aussi le coup de pub, entre guillemets, que lui fait Jean-Luc Mélenchon en dénonçant cette... Que nous lui faisons à l'instant même, que tous les médias sont en train de lui faire. Oui. Probablement aussi. Amandine Atalaya, comment les politiques qui sont habitués aux méthodes plus traditionnelles des médias et des campagnes réagissent-ils face à ce nouveau genre ? Ils n'ont pas encore trouvé la bonne façon pour le moment d'y répondre, parce que ces vidéos et par exemple ces youtubeurs, ils sont très souvent dans une forme de radicalité, c'est ça qui marche bien sûr. Et par exemple, je lisais une interview de Papacito chez Valeurs Actuelles qui dit que lui, il veut dérincardiser la droite, et je le cite, il dit la droite elle est chiante aujourd'hui et c'est pour ça qu'elle n'arrive pas à faire passer des idées qui soient nationalistes, qui soient identitaires, et moi j'arrive à les rendre populaires. Alors c'est difficile bien sûr d'aller se battre sur ce terrain-là. Donc d'une part, les politiques aujourd'hui portent plainte lorsqu'ils estiment que la ligne rouge est franchie. On le voit avec Jean-Luc Mélenchon et la vidéo de Papacito. Et ils essaient d'investir doucement ce terrain-là. Par exemple, Jean-Luc Mélenchon, on vient aussi de l'entendre, il a sa chaîne YouTube depuis déjà plusieurs années, qui est l'une de celles qui marche le mieux d'ailleurs pour des politiques. Parce que pour Jean-Luc Mélenchon, ça s'inscrit aussi dans une stratégie de contournement des médias traditionnels, parce que il aime avoir la voix libre, disons, pour exprimer ses idées. On voit bien que par exemple sur Orange, lorsqu'il évoque ce complot
complotisme et qu'il dit que c'est suspect, il n'y a aucun contradicteur en face. Donc ça lui permet voilà, de dérouler son discours sans avoir ce filtre et cet intermédiaire du journalisme. Emmanuel Macron s'y est essayé assez récemment aussi, cette fameuse vidéo avec les deux youtubeurs McFly et Carlito. Alors on peut estimer que c'était plus ou moins réussi. En tout cas, il a plutôt les codes pour arriver à être sur ce genre de médias. Emmanuel Macron se démultiplie. Il essaie aussi Snapchat, TikTok et d'autres réseaux, ainsi que d'autres politiques. Le seul qui, pour l'instant, avait vraiment réussi à être très populaire sur ces médias-là, c'est à l'étranger, c'est Donald Trump. Bien sûr. On avait vu que c'était bien sûr son outil traditionnel de communication, y compris pour les grandes annonces, avant qu'il en soit viré, parce que justement, il était allé trop loin. Vous estimez que Jean-Luc Mélenchon, il a eu tort de dénoncer cette vidéo? C'est un excellent contre-feu. Il est dans une stratégie médiatique plutôt efficace. Et ça marche pas trop mal. Après, c'est toujours le jeu des médias où là, tout d'un coup, on lui ressort cette histoire d'Orange qui effectivement est idiote, qui s'accumule avec cette histoire de assez complotiste, d'attentats qui auraient été prémédités, et en fait, d'un Jean-Luc Mélenchon qui s'emporte plus qu'il n'est complotiste. On est dans un jeu médiatique assez classique dont se nourrissent tout un tas d'éléments médiatiques, dont les chaînes d'infos en continu. C'est ce qui fait concrètement la ligne éditoriale, une bonne partie de la ligne éditoriale d'une bonne partie de nos médias. Mais c'est vrai que ça pose quand même à l'approche de la campagne présidentielle la question de ce contrôle des réseaux sociaux, parce que si à chaque fois qu'on a une polémique, on a des vidéos du genre qui, sous couvert d'humour, font des appels au meurtre. Alors il faut faire attention quand on imagine contrôle, parce que c'est interprété comme censure. Je vous rappelle qu'avant Papacito, le dernier à extrême droite à s'être fait massivement censurer de YouTube, c'est Renaud Camus, avec sa théorie du grand remplacement. Le résultat, c'est que dans les 48 heures, elle était tous les soirs sur CNews. Donc, en termes d'efficacité pour le contrôle, c'est plutôt une catastrophe. Donc vraiment, je vous incite à prendre beaucoup de recul sur l'idée de pouvoir contrôler les réseaux sociaux. Les Chinois n'y arrivent pas. Les Chinois ont fait avec. Et les Chinois, qui ont quand même une très grande longueur d'avance pour ce qui est de la censure, ont finalement réalisé qu'il valait mieux faire avec, investir des forces considérables pour s'insérer dans les réseaux sociaux, ce que beaucoup de partis politiques comme La République En Marche ont fait, ainsi que tout un tas d'autres régimes. Le Poutine avec sa fameuse usine à trolls, mais aussi plus récemment, le Newsweek nous a appris que les États-Unis avaient des forces qui se comptaient en dizaines de millions d'opérateurs qui sont sur les réseaux sociaux pour manipuler l'opinion publique. Aujourd'hui, on est dans ce jeu-là. On n'est pas dans un jeu de censure. La censure, c'est beaucoup trop grossier pour ça. On est dans un jeu d'infiltration, de manipulation. Bien. Restez avec nous parce qu'on va évoquer maintenant l'affaire Mila. Nicolas Bastuc nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste au Point. La situation s'est aggravée ces derniers jours pour cette jeune fille qui, on se souvient, avait provoqué une immense polémique, notamment en ligne, après des propos sur l'islam. Il y a un procès qui s'est ouvert jeudi dernier, qui d'ailleurs a été reporté au 21 juin devant le tribunal correctionnel de Paris. 13 harceleurs étaient convoqués. Ce que vit Mila depuis l'ouverture de ce procès, c'est finalement, renvoyé je le rappelle, c'est finalement une espèce de reprise de l'activité de haine contre elle, mais à un niveau peut-être jamais égalé. Absolument, jamais la situation s'est pas vraiment aggravée. Disons que le harcèlement a repris de plus belle depuis ce procès, dont le but est quand même de faire taire les harceleurs, de rappeler que les réseaux sociaux ne sont pas un espace de non-droit et que on ne peut pas dire et faire n'importe quoi. On attendait l'apaisement de cet exemple, et au contraire, eh bien, le harcèlement, la haine en ligne, comme vous l'indiquez à l'instant, ont repris depuis cette audience jeudi. Vous avez pu échanger avec elle. Dans quel état d'esprit est-elle ? Il y a deux Mila, il y a la Mila combative qui ne lâche rien, qui nous dit qu'au procès elle montrera les dents jusqu'au bout, qu'elle ne cédera pas. La Mila, elle s'est rendue au procès. Oui, celle qui déclarait jeudi que la peur avait changé de camp, celle qui osait affronter le regard des 13 prévenus qui eux regardaient leurs chaussures. Et puis il y a la Mila qui vit l'enfer au quotidien, qui est dans une profonde solitude et qui traverse aussi des moments de vrai désespoir. Et c'est cette Mila-là hier, en effet, que l'on a rencontré et qui nous a parlé. C'est terrible parce que on a dit la semaine dernière, voilà, ça y est, pour la première fois, de façon aussi retentissante, il y a un procès pour des personnes qui ont harcelé, menacé en ligne. Ça va peut-être changer un peu les choses. Pas du tout. Honnêtement. On voit que non. Alors, elle est
satisfaite que la justice fasse son travail et poursuive ceux qui se mettent en dehors de la loi en la menaçant de mort ou en la harcelant, en la cyberharcelant. Et elle attend beaucoup de ce procès et en même temps, elle nous dit je préfère ne pas trop me réjouir parce que si je suis déçu par la justice et puis surtout par les effets de ce procès, eh bien, je ne m'en remettrai pas. Et effectivement, force est de constater que depuis jeudi, les choses ne se sont pas arrangées. Les raids, au contraire, ont repris. Son compte Instagram a été piraté. Elle a été coupée de ses réseaux durant 2 heures et pour elle, ça a été un vrai drame. Fabrice, qu'est-ce que ça révèle, ce retour de haine, même si, comme le disait à l'instant Nicolas Bastuc, malheureusement, ça n'a jamais vraiment cessé? Ça révèle une déficience de justice parce que très concrètement, 13 prévenus pour, je crois, 100 000 personnes qui ont participé à ces raids. Bon, statistiquement, vous avez une chance sur 1000 d'avoir un problème si vous faites un raid, ce qui malheureusement n'est pas fondamentalement différent d'autres problématiques de justice dans le monde réel. On a effectivement un problème avec la justice en ce moment. Ça fait partie des grands enjeux qui sont devant nous, notamment pour cette campagne présidentielle. Et pour l'instant, que ce soit sur le online ou dans la vie réelle, pas vraiment de réponse bien claire sur la façon dont on va procéder. Mila, c'est nouveau, parce qu'effectivement, c'est la première fois que, suite à des raids, il y a une action en justice. La problématique, c'est l'infraction massive. C'est pas la première fois qu'on a des infractions massives. Souvenez-vous, Adopi, c'était il y a longtemps. On a des millions de personnes en France qui sont dans l'infraction en téléchargeant de façon illégale des contenus copyrightés. On n'a toujours pas trouvé une façon de faire appliquer le droit. Ce dont personnellement je me réjouis, parce qu'on est très très loin d'infractions de type harcèlement. Mais très concrètement, là, on a des centaines de milliers de personnes qui harcèlent. Ça n'est pas en prenant 10 personnes, plus ou moins au hasard, qu'on va résoudre quoi que ce soit. C'est en trouvant des solutions pour faire respecter le droit pour tous et d'avoir une égalité face à la loi. Là, on n'est pas du tout dans une égalité face à la loi. Benoît Gadret. C'est quand même une première brèche dans ce discours qu'on entend sur l'anonymat total des réseaux sociaux. Qui n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Arrêter avec cette phrase qu'on entend. La preuve, on peut en retrouver certains. Alors certes, 13, c'est pas. On pourra en retrouver 99%. On pourra en retrouver tous, mais il y en a déjà 13 qui sont physiquement, concrètement traduits devant la justice, qui peut déjà faire un petit peu tomber peut-être ce sentiment d'impunité. Ce qu'on entend à ce procès et qu'on avait aussi entendu à Lyon au procès de la fachosphère qui avait harcelé comme ça une journaliste qui avait dénoncé un bar, c'est pas moi, mais j'ai pas harcelé, mais moi j'ai rien fait, j'ai juste relayé cet appel au meurtre, j'ai juste mis un pouce en l'air sous une insulte, j'ai juste recopié des insultes que j'avais vues, moi je ne suis rien là-dedans. Et cette prise de conscience de, si, tu es un des 100 000 rouages de cette machine et qui a brisé. On est d'accord que la loi nouvelle, c'est pas encore une solution. La loi sur le harcèlement qui fait que jeter une pierre dans un phénomène collectif de lapidation, c'est illégal, c'est quelque chose de nouveau. Donc ça, on peut imaginer que ça mette du temps à s'installer dans les esprits. Le problème, c'est que tant qu'on prendra 10 coupables pour faire la leçon à 100 000, sauf à être dans un régime extrêmement autoritaire et à les exécuter, ça ne marchera pas. Nicolas, est-ce que Mila avait besoin de voir les visages de ces harceleurs? Oui, je crois. Elle avait besoin d'affronter leur regard et elle avait besoin de leur dire la victime, c'est moi, et les délinquants, c'est vous. Je suis pas trop d'accord avec ce qui vient d'être dit sur la justice. Je crois que pour le coup, et j'ai souvent un regard critique sur l'institution judiciaire, mais pour le coup, je crois que la justice fait son travail. C'est peut-être la seule institution qui, dans cette affaire, fait réellement son travail. Quand des centaines de milliers de jeunes confondent liberté d'expression et harcèlement, et confondent racisme et critique religieuse et droit au blasphème, il y a un vrai souci éducatif. Que fait l'école? Qu'a fait la République pour enseigner les valeurs des Lumières, de Voltaire? C'est là que ça ne va pas. Alors la justice, elle fait ce qu'elle peut avec ses moyens. Et puis aussi, que font les réseaux sociaux pour contrôler ce qui se publie sous leur marque. Je rappelle quand même que c'est le compte de Mila le compte Twitter de Mila qui a été coupé il y a quelques mois, et c'est encore le sien qui hier a été piraté et suspendu. Donc la justice, effectivement, elle fait ce qu'elle peut avec les moyens du bord, mais elle arrive en dernier ressort. Et le problème, à mon avis, est d'abord culturel et éducatif. La laïcité à la française, qui l'enseigne aujourd'hui? Voilà. Le problème effectivement culturel, ce à quoi vous avez affaire, c'est le premier amendement de la Constitution américaine. Ce à quoi vous avez affaire, c'est des réseaux sociaux américains. Là, vous êtes face à une culture américaine qui aujourd'hui est dominante en France. Si vous demandez
à un adolescent aujourd'hui ce que c'est que la liberté d'expression, vous avez 9 chances sur 10 pour qu'il vous donne une définition américaine. Où effectivement, aux États-Unis, quand CNN parle des caricatures du prophète, il floute les images. Parce qu'on ne blasphème pas, même si c'est légalement autorisé, ça ne se fait pas. Donc très concrètement, nous vivons aujourd'hui et depuis un bout de temps dans une logique américaine. Nous avons été en quelque sorte colonisés d'un point de vue culturel par les Américains, et c'est tout à fait logique que la population, dans son immense majorité, fonctionne sur des référents américains, dans des réseaux américains, avec une forme de justice, la modération de ces plateformes, qui est elle aussi américaine. On ne peut pas montrer un sein sur Facebook, par contre on peut montrer un défilé du Ku Klux Klan. On est aux antipodes de la logique française, et si on ne s'était pas aveuglé aussi longtemps sur cet immense cultural gap qui est entre les États-Unis et la France, on n'en serait pas là. Maintenant, il faut faire avec la réalité des choses. C'est infiniment trop tard, ça fait une génération qu'on est dans ce mouvement-là. On est face à des plateformes qui ne sont pas en mesure d'appliquer le droit français, parce que sinon il faudrait qu'ils appliquent le droit luxembourgeois, le droit belge. Ça n'est pas possible pour ces plateformes d'appliquer le droit français. Il va bien falloir se faire à la Pax Romana. Bien. Je ne voulais pas vous couper, mais je voulais juste vous demander de conclure. Le deuxième élément, c'est que la justice est totalement en retard. Très concrètement, avec un dispositif technique assez simple qui pourrait être dicté par une loi, on pourrait avoir en quelques millisecondes l'identité des 100 000 personnes qui ont harcelé Mila, et à partir de là, lancer des procédures sur 100 000 personnes, ne serait-ce qu'une amende. Et là, peut-être qu'on aurait des effets. La justice est restée au XXe siècle, elle fait face à des problématiques du XXIe siècle. Si elle ne se modernise pas, si elle n'apprend pas à domestiquer ses outils, elle ne pourra pas faire face à ces phénomènes. Merci beaucoup à tous les deux. Merci.